Salut Booktube! Contrairement au mois de mai, ce début de mois de juin a déjà été très riche en lecture. Bon, c'est vrai que là on est déjà bien à la moitié, mais j'ai déjà des livres dont je voudrais vous parler, des livres qui m'ont pas mal retourné l'esprit, qui m'ont pas mal choqué, donc j'ai quelques trucs à en dire, on va dire. Et du coup, pour ne pas que cette vidéo dure 107 ans, je pense que ici je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. Ou plutôt on va parler de 3 et demi puisque il y a également une novella. Mais en tout cas, c'était tous des très bonnes lectures. Au-dessus du 4 étoiles et les deux derniers sont proches du coup de cœur. Pas tout à fait à ce niveau-là parce que j'ai quelque chose à en redire. Mais franchement, c'était extrêmement bien. C'était vraiment des lectures que dans tous les cas, je vous recommande énormément. Je vais commencer tout de suite par le premier roman et la première novella. Je vais en parler de façon un peu groupée, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Puisque en premier, on va parler de Elantris de Brandon Sanderson, donc le premier livre de notre grande lecture commune du Cosmere, qui est donc un stand-alone dans l'univers du Cosmere. Dans Elantris, on va avant tout suivre deux points de vue principaux, puisque on a Raoden qui est le prince héritier du trône d'une grande cité et d'un royaume dans cet univers. Sauf que Raoden se réveille un jour et il est transformé en Elantrian, donc un membre d'Elantris, qui se reconnaissent par leur peau un petit peu délavée, leurs taches noires, leur perte de cheveux, etc. Et donc ils sont reconnaissables de façon évidente directement. Un jour il se réveille comme ça, il est propulsé alors dans la ville morte de Elantris et il doit y faire sa place alors que à Elantris, les personnes qui y vivent ne guérissent d'aucune de leurs blessures, ont continuellement faim mais ne peuvent pas mourir puisque hormis la décapitation complète et l'incinération, ils ne peuvent pas mourir. Mais en gros, il y a une douleur qui grandit à force de petites blessures qui ne guérissent jamais et à force de la faim et qui rend la plupart des habitants de Elantris complètement fous. Et donc il va devoir vivre dans cette ville, trouver aussi un sens à cette existence. Et en parallèle de ça, on va suivre Serene qui est une jeune femme qui vient d'un autre royaume et qui vient pour épouser Raoden puisque c'est la fille du roi de cet autre royaume et le but c'était de sceller une alliance commerciale et politique également par ce mariage notamment entre les deux pays pour faire face à la montée d'une menace religieuse grandissante d'un troisième royaume qui se transforme graduellement en empire religieux et qui colonise un petit peu toute la planète qu'ils connaissent en tout cas. Et sauf que Serene arrive et elle apprend que Raoden est mort. Bon, on sait tous que ce n'est pas le cas, mais il est prétendu décédé et donc elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas, un petit peu toute seule et sans son époux, puisque celui-ci est décédé. Et donc elle va devoir un petit peu trouver comment elle peut faire pour aider son pays natal et la terre où elle arrive pour faire face à cette menace religieuse qui grandit et qui est on ne peut plus d'actualité dans cette ville. Le truc qui m'a le plus marqué, qui me marque encore le plus, je pense, bon il y en a deux, mais c'est surtout les personnages, puisque j'ai vraiment énormément aimé les deux personnages principaux, donc Raoden et Serene, que j'ai trouvé géniaux, je les ai trouvés extrêmement bien faits, extrêmement riches, peut-être avec un petit peu trop peu de défauts, on va dire, peut-être un petit peu trop parfaits, mais juste assez pour que ce ne soit pas gênant. Peut-être qu'ils sont un petit peu trop bons, avec un B majuscule. J'ai beaucoup aimé les idéaux de Raoden qui veut tout faire pour aider les populations de là où il vit finalement, puisque ça a été d'abord dans la ville puis dans Elantris. Et son désir, tout ce qu'il est prêt à faire pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Et en fait, il reste complètement emprisonné dans ce destin qui l'attendait et auquel il s'est préparé, c'est-à-dire le destin d'être un chef d'État finalement. Et du coup, il reste
emprisonné dans ce destin qu'il avait beaucoup défini et dont il s'était emparé à bras-le-corps pour faire mieux que son père qui n'était vraiment pas optimal. Et donc il reste le même finalement dans Elantris et il fait un peu ce qu'il peut pour ça. Il est extrêmement doué pour ça, il est extrêmement talentueux avec une grande éloquence et une grande capacité à motiver les gens pour faire un petit peu ce que lui veut finalement. Ça reste un petit peu un côté manipulation, mais manipulation pour les autres et pour leur apporter le bonheur. C'est un peu lui qui arbitrairement dit comment les gens seraient heureux, mais on voit qu'il y a un bon fond tout de même. Et je trouve que c'était hyper intéressant ce côté tout de même manipulation, tout de même endoctrinement des personnes dans sa vision du monde, puisque c'est aussi un parallèle avec toute la discussion qu'on va avoir sur le côté religieux, avec un endoctrinement dans la nouvelle religion et avec une manipulation des foules aussi de par la personne du religieux qu'on va suivre principalement. Et donc il y a un parallèle qui se crée entre les deux et je trouve ça très intéressant de voir en fait que dans les deux cas, il y a un peu la même chose qui est réalisée, il y a un peu la même façon d'endoctriner les gens et de les convaincre, et finalement, c'est un petit peu l'idéologie derrière qui change, quoi. Et finalement, ça n'aurait pas été aussi prenant, aussi haletant s'il n'y avait pas ce personnage au centre de cette discussion, ce personnage de Raoden qui est absolument génial, qui est juste incroyable, il est tout doux, il est tellement bienveillant, tellement gentil, tellement doux à s'oublier aussi lui-même, enfin voilà. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est la même chose pour Serene, puisque c'est une femme qui est hyper intéressante, qui est hyper intelligente, peut-être trop pour la population avec laquelle elle interagit, mais elle est extrêmement bien représentée, je trouve. On a quand même un personnage qui est très particulier puisqu'elle est régulièrement présentée comme très grande, pas forcément très attirante, trop intelligente peut-être, bien plus intelligente que beaucoup d'hommes dans une société extrêmement patriarcale, ce qui n'est pas forcément bien vu. Et elle en joue à multiples reprises, mais elle en souffre quand même intérieurement avec cette conviction que personne ne peut vouloir d'elle et qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un qui puisse vouloir faire sa vie avec elle. C'est vraiment une thématique qui revient régulièrement. J'ai trouvé que si elle manquait peut-être un petit peu de subtilité, elle était faite avec une très grande justesse et des choses dans lesquelles on peut se retrouver si on a déjà eu ce genre de questionnement. Je trouve qu'elle a été quand même extrêmement bien faite, elle est extrêmement punchy dans ses remarques, elle accepte aussi tout de même qui elle est et comment elle est, et ça j'ai trouvé ça extrêmement bien. Elle entraîne les femmes et elle les pousse à s'émanciper elles-mêmes, enfin voilà. C'était vraiment extrêmement bien fait. Évidemment, je ne peux pas parler de Brandon Sanderson sans vous parler de world building et de système de magie. J'ai adoré le système de magie dans Elantris. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Le système de magie est quasiment inexistant pendant tout le livre. C'est plus une science, une archéologie, une recherche en fait, puisque Elantris était auparavant une très grande cité avec quasiment des dieux qui vivaient dedans. Les Élantriens étaient des dieux. Et sauf que en fait, à bout d'un moment, leur magie un jour a arrêté de fonctionner et personne ne sait pourquoi. Et du coup, il va y avoir toute une enquête à savoir comment on peut retrouver cette magie, pourquoi elle a cessé de fonctionner, qu'est-ce qu'était cette magie. Et c'est une magie qui est basée sur un alphabet, sur des signes en fait, avec des signes qui étaient dessinés dans l'air et des signes dessinés de façon très particulière, chacun avec son propre rôle, sa propre efficacité, et en fonction des altérations qu'on pouvait faire sur ces signes, avec des traits plus ou moins épais, des additions plus ou moins longues, etc., on pouvait en changer certaines propriétés. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement cartésien, et c'est ça que j'adore dans les systèmes de magie de Brandon Sanderson, c'est que c'est presque une science et on comprend tout, vraiment c'était hyper bien. J'ai trouvé que c'était le gros point positif de ce world building, puisque on sent quand même dans le début notamment que c'est le premier roman publié de Brandon Sanderson, dans le sens où il est un peu info-dumpy, parfois, souvent même. On le sait, Brandon Sanderson a tendance à faire de l'infodump de temps en temps, efficace, brut, voilà.
Mais là, ça se ressentait un petit peu trop. Ça n'a pas du tout gâché mon appréciation de l'histoire, mais on sentait que c'était fait de façon un peu maladroite parfois. Comme je l'ai dit, ça n'a rien gâché du tout. Le world building est extrêmement bien, on a besoin de toute façon de toutes ces règles et au bout d'un moment, l'infodump s'efface complètement, on a assez de règles pour comprendre finalement les tenants et aboutissants et ça ne gâche pas l'histoire puisque c'est très prenant, c'est vraiment hyper intéressant, on a envie de continuer. Personnellement, moi qui suis hyper intéressée par tout ce qui va être recherche, enquête autour d'un système de magie, etc. J'ai adoré cette storyline. Il y a certaines storylines, comme toujours, que j'ai un peu moins appréciées, mais vraiment, cette partie-là était hyper cool, hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux politiques, puisque c'est aussi dans le centre du texte. J'ai trouvé en revanche que le rythme était parfois un petit peu inégal et peut-être un petit peu trop rapide sur la fin. C'était pas forcément gênant, la fin était très satisfaisante, même si un petit peu fouillis peut-être. Il n'empêche que c'était extrêmement bien, j'ai trouvé que ça posait de grandes questions et très intéressantes et très bien faites également puisque ça pose beaucoup de questions sur la religion, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'est la foi, et de façon pas forcément dogmatique et pas forcément à prêcher quelque chose. En fait, le livre nous montre un petit peu les visions du monde de certains personnages et après c'est à nous aussi de tirer nos conclusions, de faire nos réflexions autour de ça. Et en fait c'est assez admirable parce que je n'ai pas du tout eu l'impression que le livre essayait de me faire passer un message et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement encore plus sur la question de la religion. Je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé, même si on sent que c'est le premier roman publié de Brandon Sanderson. Ce n'est pas forcément au niveau du reste de ce qu'il a pu écrire, mais quand on voit ça, franchement, c'est excellent quand même. J'ai adoré, j'ai été tellement happée par les personnages, par les relations entre les personnages, même les personnages secondaires sont tous hyper intéressant, assez riche, assez de caractéristiques spécifiques pour être uniques tous dans leur dynamique, plot twist, de retournement politique, de retournement de situation. J'ai adoré, j'ai trop hâte de continuer avec Mistborn. Je vais continuer avec la novella du coup, puisque j'ai lu L'âme de l'empereur ou The Emperor's Soul de Brandon Sanderson, toujours. Je l'inclus là ici puisque c'est dans le même univers que Elantris. On n'a pas besoin de connaître Elantris puisque en fait c'est au côté opposé je crois de la planète. Donc on est sur la même planète avec un système de magie qui va fonctionner avec les mêmes bases. C'est-à-dire que ça va encore être sur tracer des signes, tracer des choses comme ça pour avoir une forme de magie. Mais dans L'âme de l'empereur, donc qui est une novella qui fait 120 pages en anglais, on va suivre une protagoniste qui est une forgeuse, je pense, forger, a été prise et a été mise en prison puisque elle a voulu voler un tableau dans le palace et le remplacer par un faux tableau puisque les forgers sont des gens qui arrivent à imiter certaines choses. Sauf qu'elle va être sortie de son cachot par les conseillers de l'empereur puisque l'empereur a été victime d'une tentative d'assassinat. Les personnes ont réussi à assassiner sa femme et pour lui il a été laissé avec un traumatisme crânien sévère, sauf que c'est un peu comme si son âme était vide, en fait il n'est plus capable de s'exprimer, de se souvenir de qui il est ou quoi que ce soit, et donc il demande à la protagoniste de remplacer, de recréer son âme et d'avoir quelqu'un qui ressemble en fait à l'empereur alors qu'il n'est plus capable de le faire. Elle a 90 jours pour le faire, ce qui est extrêmement court et c'est un acte extrêmement difficile dans son art de forgery. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en fait dans l'histoire. Toute l'histoire est vraiment centrée autour de ça, autour de cette deadline des 90 jours et du fait qu'elle est intimement persuadée qu'on va la tuer à la fin des 90 jours puisqu'elle en sait trop sur ce qui s'est passé. Et donc on a cette double enjeu pour elle qui est que vu son art, elle est
extrêmement intéressée par ce qu'on lui demande de faire, puisque c'est une des choses les plus difficiles et que elle veut savoir si elle va y arriver, elle veut savoir si elle peut réussir, mais en même temps avec cet enjeu de devoir s'enfuir et s'échapper et donc trouver tous les moyens pour le faire. Comme je l'ai dit, ça se centre vraiment là-dessus et ça se centre vraiment sur la compréhension du système de magie. Pour moi, c'est le centre même du texte. Les personnages sont juste assez développés pour que ce ne soit pas chiant, en fait, pour que ce soit assez prenant et qu'on ait envie de s'impliquer dans leur trajectoire, mais c'est pas forcément le centre du texte. Le centre du texte, c'est vraiment la compréhension du système de magie, la compréhension de comment se passe cet art de la forge, quels en sont les fondements, quels en sont les principes, et ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est une novella, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de la voir réfléchir, de la voir essayer de tirer tous les fils à son avantage en fait, de la voir essayer de comprendre tous les gens autour d'elle, puisqu'elle a une compréhension de tout ce qu'il y a autour d'elle de par son art, hein, forcément vu qu'elle apprend à comprendre d'où viennent les choses, comprendre leur histoire, etc. Elle a une facilité à manipuler les autres qui est assez dingue, et donc on va voir comment elle va en user et peut-être en abuser. J'ai beaucoup aimé, world building est très intéressant parce que contrairement à Elantris, l'infodump passe extrêmement bien puisque on est dans ce côté avec une personne qui ne connaît pas bien la magie et quelqu'un qui va expliquer. Mais si ça on l'a déjà vu pas mal de fois, il y a un côté intéressant puisque en fait les forgers sont extrêmement décriés parce que dans l'Empire ils sont interdits puisque ce sont des charlatans, ce sont des voleurs et ils ne font que faire des choses factices qui n'existent pas vraiment, etc. On a tout ce côté défiance, ce côté méfiance, ce côté refus de la beauté de ce que fait l'autre personne, et ça j'ai trouvé que ça ajoutait une complexité à cette infodump qui était hyper intéressante. Je pense que c'est extrêmement bien de commencer par là, ça, en fait c'est une super porte d'entrée dans l'univers de Brandon Sanderson parce que il est surtout connu pour ses systèmes de magie et là on en a un exemple parfait qui est extrêmement bien fait. Donc si vous voulez juste découvrir Brandon Sanderson, voir si il est fait pour vous, n'hésitez pas à lire L'âme de l'empereur parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien. Ensuite, j'ai lu un des premiers livres qui m'a un peu retourné le cerveau. Il s'agit de Yellowface de R.F. Kuang, qui n'a pas encore été traduit puisque c'est une parution assez récente en version originale. Donc R.F. Kuang, c'est l'autrice de La guerre du pavot et de Babel, dont vous m'avez parfois entendu parler sur cette chaîne, je pense. Et donc dans Yellowface, on change complètement puisqu'on n'est pas du tout sur de la fantasy, on est sur du pur contemporain. Et dans Yellowface, on va suivre une autrice qui a été publiée une fois, mais son roman a fait un énorme flop, et qui est amie avec Athena Liu, qui est une autrice qui, elle, a décollé complètement, qui est extrêmement connue, qui a fait plusieurs best-sellers. Et elles sont amies depuis le début, elles ont fait leur début d'écriture ensemble, et donc la protagoniste l'a un peu en travers de la gorge, et on a une relation amitié, haine et jalousie entre les deux, qui est établie dès le début. Et dans le premier chapitre, Athéna invite la protagoniste chez elle, et en fait la protagoniste se rend compte qu'il y a le nouveau manuscrit de Athéna qui est sur sa table de bureau où elle travaille, puisque Athéna travaille avec une machine à écrire et personne n'a accès à son manuscrit avant qu'il soit complètement terminé, en tout cas que le premier jet soit complètement terminé, ni ses éditeurs, ni son agent, ni rien du tout. Les vers s'enchaînent et Athéna va s'étouffer à mort alors que la protagoniste fait tout en fait pour la sauver, hein. Elle essaie Amliche et tout, elle appelle une ambulance, etc. Sauf que Athéna meurt devant elle. Et une fois la police et l'ambulance partis, en fait, la protagoniste sort et elle avoue avoir pris le manuscrit d'Athéna et va se convaincre qu'elle va le réécrire, le repenser, le refaire un petit peu à sa sauce et va le publier. C'est un livre qui est extrêmement particulier, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est extrêmement bien fait et bien construit et tout ça, mais qui va tirer dans tous les coins, c'est-à-dire que ça clash mais absolument partout et tout le monde. Ça va parler d'énormément de problèmes au sein de l'industrie
du livre aux États-Unis, avec les problèmes des agents, avec décisions éditoriales parfois pas forcément très éthiques ou quoi que ce soit, le fait qu'on choisisse un petit peu les best-sellers qui vont être mis en avant en amont, le fait d'être un peu prêt à tout pour se faire de l'argent, même si c'est un peu des crasses ou même si c'est pas éthique, etc. Vous imaginez le genre. Ça va aussi clasher les auteurs entre eux, ça va aussi cracher sur les reviewers, sur les personnes qui donnent des avis, notamment ceux qui donnent des avis négatifs. Ça va cracher sur tout le monde de Twitter, sur la cancel culture, ça va cracher sur le racisme, ça va cracher sur le traitement des minorités dans l'industrie du livre, etc. Vous avez compris, ça va clasher de partout. Mais ce qui est hyper particulier avec ce livre, c'est que O.F. Kuang est un génie en ce qui concerne l'écriture de personnages détestables. À ce niveau-là, je pense qu'on peut même pas parler de gris, tout comme dans The Poppy War, et la protagoniste est vraiment quelqu'un de détestable, sauf que l'on est dans sa tête, c'est la première personne, et on voit à quel point elle va se convaincre qu'elle a raison, que finalement ce qu'elle a fait c'était pas vraiment du plagiat, parce que en fait est-ce que c'était pas rendre hommage à Athéna que de mettre son livre en avant, que de le réécrire pour qu'il devienne meilleur, pour qu'il soit plus lisible, pour que ce soit beaucoup mieux? Est-ce que ce n'était pas en fait lui faire une faveur? Vous voyez ce genre de mécanisme de pensée et tout, et elle est extrêmement bien construite, extrêmement crédible dans tout son côté très biaisé, détestable, avec du racisme ordinaire, avec tout ça. C'est vraiment un personnage qu'on ne peut pas apprécier, et c'est ça le talent de O.F. Kuang, c'est que elle nous la rend juste assez sympathique pour que ce ne soit pas un énervement de suivre du point de vue de ce personnage. En fait, c'est vraiment un fil qui est hyper ténu et où O.F. Kuang se balade, mais comme si c'était rien du tout. Mais c'est hyper compliqué de faire un personnage qu'on va détester profondément et qui est profondément détestable, mais qu'on apprécie juste assez pour vouloir savoir ce qui va lui arriver et pouvoir voir la suite. Je dis pas que tout ce qui lui arrive est sympathique, parce que c'est pas du tout le cas. C'est un personnage qui est extrêmement riche, extrêmement vraisemblable et réaliste aussi, puisqu'il lui est arrivé des choses très difficiles dans la vie. Elle a des difficultés psychologiques aussi, elle souffre d'attaques de panique, etc. Et on va voir sa qualité à toujours se plaindre elle-même, se mettre en valeur d'une certaine manière, de dire que c'est elle qui a raison et pas les autres, etc. Et vraiment, c'est insidieux, c'est des petites remarques où en fait elle va s'embourber là-dedans, s'embourber dans cette idée que ce qu'elle fait c'est bien, s'embourber dans cette idée que c'est éthique, que tout va bien, que non elle n'est pas raciste puisque X ou Y raison, etc. Et c'est extrêmement bien fait, ça retourne le cerveau. Et vraiment je trouve que par ce personnage c'est difficile de savoir exactement où se place l'autrice dans toutes les dénonciations. Ce que je veux dire, c'est que en fait, tout ce qui va être dénoncé, c'est plus des choses que nous, on va dénoncer par rapport à notre vision de ce qui va arriver à la protagoniste et de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, par exemple, si à un moment il y a une shitstorm sur Twitter et qu'elle se fait menacer de mort, donc la protagoniste est contre les accusations qui vont lui être faites et également contre le fait qu'on la menace de mort, ce qui est assez logique. Mais nous, en tant que lecteurs, on peut se dire ben oui, les accusations c'est bien, c'est vrai et tout, mais par contre, je suis contre le fait de menacer les gens de mort juste pour un truc X ou Y. Ou alors on peut dire, bah non mais moi je suis complètement contre les accusations et contre la menace de mort et je suis complètement pour la protagoniste. Ou alors dire, je suis pour les menaces de mort, enfin voilà, vous voyez l'idée. En fait, c'est un livre, je pense, qui est profondément dérangeant. Peu importe qui vous êtes, comme je dis, ça lance des trucs dans tous les coins, vraiment. Je pense que personne, si on est un minimum sur les réseaux sociaux, personne ne se sentira pas target par ce livre. Et c'est un livre qui met profondément mal à l'aise, qui est profondément malaisant sur des sujets qui n'ont pas forcément de réponse et qui
on fait la une hein, sur qui est légitime pour écrire tel ou tel livre, qui peut écrire tel ou tel personnage, etc. Comme je l'ai dit, c'est profondément malaisant, je pense, pour tout le monde. C'est au lecteur individuellement de voir où il place son curseur, où est-ce qu'il va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et pour moi c'est une expérience éminemment personnelle en fait, Yellowface. J'ai vu certaines personnes qui disent qu'on voit trop la voix de l'autrice derrière et je suis pas totalement d'accord en fait. Moi je trouve qu'on voit surtout la voix de la protagoniste qui est une connasse. Et du coup, comme on entend surtout la voix de la protagoniste, en fait c'est à nous vraiment de faire notre jugement quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que on est mis en perspective de nos propres biais cognitifs, de nos propres problèmes, nos propres côtés problématiques. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est que forcément on n'aime pas hein, quand on nous montre à la figure tout ça. Et c'est en ça que ce livre est du génie, c'est que il attaque assez tout le monde, je pense, pour que tout le monde se sente concerné et que justement, à mon sens, il ne soit pas noir ou blanc en fait. C'est pas vous êtes une mauvaise personne ou alors vous êtes une bonne personne. Non, on est un peu tous des cons quand on lit ce livre. Et on a tous des torts, et ce qui est éminemment vrai. Hein. Et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant, extrêmement bien. Ça apprend beaucoup de choses aussi. Si vous vous renseignez un peu sur l'écriture, sur la publication, etc., ça va vous apprendre beaucoup de choses en tant que française sur l'édition américaine. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, étant moi-même autrice, ça m'intéresse forcément. Beaucoup aussi de remise en question hein, de toute cette édition, de toute cette façon de fonctionner du système éditorial. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, extrêmement malaisant aussi, parce que, encore une fois, si on le lit de la bonne façon, ça fait remettre en perspective certaines choses. Ça se bouffe tout seul, on pourrait penser que c'est extrêmement dense, comme pouvait l'être par exemple Babel, qui est assez dense à lire, mais ça se lit hyper facilement. C'est extrêmement facile, je l'ai lu en une journée. Il est très court, il fait 250-300 pages je crois. C'est un peu thriller-esque dans son rythme et dans ses enchaînements. Donc vraiment ça se lit tout seul. Le vocabulaire est extrêmement facile pour l'autrice. Donc franchement c'est assez accessible hein, si vous lisez un petit peu mais pas trop en anglais, je pense que ça peut se lire quand même. Honnêtement je pense que ça va dépendre beaucoup de comment va fonctionner Babel à sa sortie en français, mais je sais pas si c'est un livre qui peut être traduit en français, honnêtement. On verra, peut-être un jour, on verra. Mais voilà, j'ai extrêmement aimé, c'était hyper intéressant, c'était une expérience de lecture qui était hyper captivante. On ne peut pas détourner les yeux en fait, c'est vraiment ce genre d'histoire où on déteste un petit peu tout ce qui se passe, mais on est tellement hypnotisé, tellement pris dans le truc que on ne peut pas détourner les yeux et c'est juste trop bien. Et enfin, une autre excellente lecture, il s'agit de Paternoster de Julia Richard, publié chez L'Homme sans nom. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu. Je ne sais pas à quel point je vais vous parler de ce livre parce que c'est quand même un livre qui s'approche un petit peu du côté thriller, donc c'est parfois une bonne idée de pas trop en savoir. Le résumé est assez simple puisque on va suivre le personnage de Dana qui est avec son copain depuis un moment et qui va aller rencontrer sa famille d'une façon que je juge moi pas forcément idéale de base puisque elle va aller dans la famille pendant des vacances de 2 semaines dans leur maison dans la Dombe qui est complètement perdue au milieu de nulle part, sans réseau, sans rien. Et du coup elle va passer 2 semaines avec cette famille qu'elle ne connaît pas du tout. Alors déjà à la base pour moi ça aurait été une mauvaise idée mais après chacun fait ce qu'il veut. Et il faut savoir que Dana est d'origine algérienne alors que la famille est une grosse famille bourge franco-française. Donc voilà, ça, je vous dis ça pour le contexte social, pour voir un petit peu les problèmes et les questionnements qui peuvent se poser. Je pense que je vais pas vous en dire beaucoup, je pense que si vous avez vu la tête de la couverture, enfin que de toute façon j'aurais mis là, si vous savez que c'est un peu thrilleresque, vous vous doutez que ça va pas se passer comme prévu, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire, c'est que finalement ça se passe pas forcément comme prévu. C'est un livre qui est absolument génial pour beaucoup d'aspects. Je l'ai beaucoup aimé, je ne pense pas que ce soit un livre parfait, j'ai quelques petites choses à redire. Mais premier point qui m'a vraiment marqué d'emblée, c'est vraiment la plume que j'ai trouvée incroyable,
que j'ai trouvé vraiment hyper juste. En fait, c'est ce genre de plume qui, de premier abord, ne paraît pas hyper soutenu, avec du vocabulaire tellement recherché. On est beaucoup avec des expressions qui peuvent être assez actuelles, etc. Mais en vérité, on se rend vite compte que chaque phrase, chaque mot, chaque structure est calculée pour faire exactement un effet précis. Et c'est en ça que Julia Richard, je trouve, est dingue. C'est que vraiment on sent qu'elle a une plume unique qui est purement intentionnelle et qui fonctionne à merveille dans ce sens-là. Je trouve que pour ça c'était incroyable. J'ai énormément apprécié vraiment l'attention faite aux détails de son écriture aussi bien que de l'histoire est vraiment dingue. Et franchement, si vous aimez les belles plumes francophones, allez-y parce que c'était juste magnifique. J'ai trouvé que pour ce côté thriller, on avait une gradation, ce côté angoissant, ce côté malaisant qui était hyper bien faite, hyper bien retranscrite tout au long du livre. Petit bémol pour la fin cependant, puisque j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu trop rapide. J'aurais peut-être aimé avoir quelques chapitres de plus pour que la fin en fait s'étale un peu plus en longueur et qu'on ait moins cette impression de rush sur la fin. C'est un petit bémol que j'ai pour la fin personnellement, où j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. On a un rythme qui est un peu inégal tout au long du livre, mais franchement ça reste extrêmement bien et j'ai particulièrement apprécié les thématiques qui sont abordées tout au long du livre. On a toute une thématique ancrée dans le féminisme et le racisme qui peuvent paraître très ordinaires, et en fait de comment la société va essayer de nous forger à la place qu'on doit prendre dans la société. C'est-à-dire que c'est pas la société qui s'adapte à qui on est, c'est pas les gens autour de nous qui vont s'adapter à qui on est, c'est nous qui devons nous adapter à la place qu'ils nous laissent. Ça va aller de la relation dans le couple, ça va aller de la relation avec les parents, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va aller avec la relation avec les beaux-parents, surtout comment on s'intègre en tant que jeune femme arabe dans une famille de bourges blancs et raciste, on va le dire, hein. Et donc c'est comment est-ce que on arrive à se conformer à ça de façon très insidieuse petit à petit. Est-ce qu'on peut rester soi-même dans ce genre de situation pour que ça se passe bien, pour se faire accepter? C'est toute la question qui est posée par le livre. À quel moment on peut dire qu'on n'est plus soi-même alors qu'il y a 2 jours on l'était encore? Voilà, c'est toute la question. Est-ce que renier sur une petite chose c'est anecdotique ou pas? Voilà, c'est des questions qui sont abordées de façon extrêmement juste, extrêmement intéressante dans le livre. J'ai adoré ce message, j'ai adoré cette réflexion sociétale. On a du sexisme, du racisme ordinaire. On voit aussi certains aspects de relations toxiques qui sont extrêmement bien faits, extrêmement intéressants, extrêmement bien retranscrits. Vraiment, toutes les thématiques sont abordées de façon hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les belles plumes, si vous aimez les thrillers, mais pas forcément parce que moi je suis pas très thriller et pourtant j'ai beaucoup aimé. On a un côté fantastique aussi par moment et vraiment c'était hyper bien. Je vous recommande tous ces livres extrêmement chaudement, pour reprendre l'expression de ma collègue Pénélope. J'ai beaucoup aimé tous ces livres. Finalement j'en ai parlé de 4 et c'était déjà bien trop long. On ne va pas s'apesantir plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous suivrez mes recommandations, ou alors que vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner. On va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.